En ce moment, vous avez des tournées à l'intérieur du pays, des déplacements fréquents en Afrique et dans le monde. Et pas loin qu'avant-hier, vous étiez au Togo, aujourd'hui vous êtes à Abidjan, vous bougez beaucoup. La question qu'on voulait vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous avez toujours besoin de ce contact avec vos militants pour leur expliquer à chaque fois où vous en êtes, où vous voulez aller? Oui, d'abord, il faut savoir que je n'avais pas pu venir dans le cadre de la tournée que j'avais entreprise pour remercier les militants qui m'avaient accordé leur suffrage. Je n'avais pas pu le faire puisqu'à Abidjan, la situation qui prévalait ne permettait pas de le faire. Aujourd'hui, je suis venu pour les rencontrer, pour les remercier, pour m'avoir accordé dans leur grande majorité leur suffrage à l'élection présidentielle. Et d'attirer leur attention sur les risques et menaces qui pèsent sur l'avenir des droits de l'homme, sur l'unité de la nation, sur la démocratie, et essayer de leur demander de rester mobilisés pour soutenir le combat que nous sommes en train de mener à l'intérieur pour contraindre le gouvernement de M. Alpha Condé à respecter les règles et les principes démocratiques, notamment dans le cadre de l'organisation des élections législatives. Et donc c'était un peu ça l'objet de la mission. J'ai été reçu à Cotonou par les compatriotes qui y vivent. Ils sont massivement mobilisés. J'ai pu échanger avec eux, connaître davantage leurs préoccupations et leur expliquer qu'est-ce qu'ils prévoient en Guinée. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire aussi à Abidjan. Il y avait un meeting géant où les Guinéens ont été massivement présents. Et il y a eu malheureusement un mort à la suite des bousculades. Il y avait tellement de monde. Et finalement, la salle qui avait été trouvée était étroite. Si bien que 2/3 des participants étaient à l'extérieur, mais ils avaient un écran géant sur lequel ceux qui étaient dehors ont pu suivre le meeting. À l'intérieur du pays, vous avez accueilli à travers toutes les villes de Conakry, Kindia, en passant par Mamoun Dalaba, jusqu'à l'Abbé. Qu'est-ce qui s'est passé pour interrompre votre tournée? Il paraît qu'il y a eu un problème à Kindia. Non, mais il y a eu des problèmes partout parce que les préfets ont reçu les instructions de M. Alpha Condé d'interdire les réceptions, les cortèges, d'interdire même les meetings, de nous refuser systématiquement les stades préfectoraux, les places des martyrs, les places de l'indépendance. Toutes les places qui étaient sous le contrôle de la préfecture nous ont été refusées sur instruction du gouvernement de M. Alpha Condé, si bien qu'on a dû tenir nos meetings dans les rues, mais heureusement les militants et sympathisants de l'UFDC ont défié les préfets et gouverneurs, sont massivement mobilisés pour nous accueillir et on a fait le tour des villes et pour nous arrêter à un endroit où il y avait un peu d'espace et tenir notre meeting parce qu'on était autonome en termes de sonorisation et on a pu s'adresser à nos militants. On a constaté qu'il y a une grande mobilisation malgré les interdictions des préfets, des gouverneurs, des maires, des communes, parce que la plupart c'est des délégations composées de gens du RPZ mises en place justement arbitrairement par le gouvernement d'Alpha Condé, mais malgré toutes ces interdictions, les gens sont sortis massivement comme pour défier les préfets et leur dire qu'ils sont prêts pour accueillir le président du parti et pour continuer le combat que nous avons entamé pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et tout récemment, vous avez rencontré le président Alpha Condé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce qu'on attend. On attend de voir quelle est la suite qu'il souhaite réserver à cette rencontre qu'il a initiée. Nous sommes allés, on a répondu, on l'a écouté, il a tenu un discours qui en soi-même, n'est pas négatif. Mais on attend de voir s'il suivra des actes, parce qu'il y a des problèmes réels qui sont posés aujourd'hui. C'est le problème de l'exercice des droits, des libertés reconnues par la Constitution. Les partis, regardez, je vous ai parlé tout à l'heure des réceptions, des interdictions. Ils avaient même diffusé un communiqué interdisant toute manifestation, tout regroupement à caractère politique, comme si nous étions encore dans un régime exceptionnel. Donc Alpha Condé n'est pas prêt
à laisser les Guinéens exercer leurs droits, aux partis politiques à exercer leur liberté, même celle reconnue par la Constitution. Aujourd'hui, Lansana Kouyaté fait l'objet d'obstruction à Cancan. Il voulait rendre visite à Cancan. Les gens disent que les cortèges sont interdits. Moi, que j'étais au Fouta, c'était la même chose. Donc, il y a des problèmes réels. Le problème de l'exercice des libertés et des droits des citoyens. On a tué 4 personnes pendant la manifestation du 27 septembre. Tout ça, il n'y a pas de suivi, il n'y a aucune enquête qui n'est menée. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est dans un état de droit. On ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie. Et c'est cela le risque qui pèse aujourd'hui sur la Guinée. Et c'est pourquoi il est bon d'attirer l'attention de nos militaires, d'attirer l'attention de la communauté internationale, d'attirer l'attention même des chefs d'État de la sous-région sur ces violations flagrantes de la Constitution et des lois de la République et sur la tendance de M. Alpha Condé à instaurer un pouvoir personnel sans aucun souci de respecter la Constitution et les lois de la République. Il y a certains qui reprochent à l'opposition d'avoir, à la fin de cette rencontre, choisi l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré comme porte-parole. Non, personne n'a choisi Jean-Marie Doré comme porte-parole. Ni les partis de la mouvance, ni les partis de l'opposition. Jean-Marie a pris la parole et la télé a dit que c'était le porte-parole des partis politiques. Et d'ailleurs, nous, nos blocs politiques qui travaillent ensemble, le collectif des partis pour la finalisation de la transition et l'ADP, on a diffusé un communiqué dans lequel on a indiqué que Jean-Marie n'a jamais été choisi comme porte-parole d'un groupe de partis politiques, et moins encore de tous les partis politiques. Donc ça, c'était vraiment une erreur, je pense, de la télévision, et nous avons été à notre sein, au nom de nos 2 groupes, de faire une communiqué pour justement rétablir la vérité. Et le président Alpha Condé, après la rencontre avec quelques membres de l'opposition dont vous faisiez partie, il a libéré quelques-uns de vos militants. On avait demandé de les libérer sans condition, mais Alpha Condé a tenu à les faire condamner, alors qu'ils n'ont commis aucun délit. La plupart d'entre eux ont été arrêtés dans leur domicile le 28 septembre, en dehors de toute manifestation. C'est M. Alpha Condé accuse M. Baoui d'être instigateur au même titre que Tibou Camara et Amadou Sadakadji. Je ne crois pas du tout, je n'ai aucun élément de preuve pour croire à cette accusation. C'est une volonté du gouvernement de M. Alpha Condé de déstabiliser l'IFDG en accusant gratuitement son vice-président. Je n'ai pas, dans ma conviction intime, M. Baouri ne peut pas planter dans cette attaque contre la résidence de M. Alpha Condé, parce que je crois que c'est une affaire entre militaires et le pouvoir. Si elle est vraie, je ne vois pas comment M. Baouri, M. Sadakadji ou Tibou Camara pourraient participer à une telle entreprise. On n'a aucun élément de preuve produit par une quelconque commission d'enquête ou par M. Alpha Condé même qui accuse nommément ses compatriotes. Vous aimeriez que les agissements structurels que le FMI et la Banque mondiale imposent aux pays africains soient appliqués aux autres? Écoutez, mais c'est les mêmes mots dont souffrent aujourd'hui les économies européennes. Les États européens ont vécu longtemps au-dessus de leurs moyens en s'endettant. Et à un moment donné, la valeur de leur dette a baissé au point que finalement les créanciers se sont inquiétés. Et aujourd'hui, c'est le même principe, c'est la même chose qui s'est passée avec les pays africains. À un moment donné, la dette était devenue insoutenable. Les pays n'étaient plus à même de faire face à leur dette. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Un programme d'ajustement. Il faut réduire les dépenses, accroître les recettes, réduire à l'Union de Paris, réchelonner la dette. Au Club de Londres pour la dette privée. Après, il y a eu plusieurs instruments qui ont été imaginés par la communauté internationale pour aider les pays pauvres à faire face à la crise de la dette. Et le dernier instrument, c'est l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Alors il y a des gens qui disent qu'il faut faire pays riches très endettés, PRPE. C'est sûr que c'est sur la même base. Aujourd'hui, ce par la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne qui sont menacés. Aujourd'hui, la cotation de leur dette a baissé et ça constitue une source d'inquiétude pour les banques et pour tous les autres créanciers qui avaient acheté leurs titres
pour financer justement leurs économies. Alors aujourd'hui, il faut réduire les dépenses, revenir au pacte de stabilité signé au niveau par les États européens, réduire les déficits budgétaires, essayer d'avoir un niveau d'endettement soutenable. Et tout ça, c'est les termes qu'on a utilisés dans les programmes d'ajustement structurel auxquels les pays africains ont été soumis. Donc vous voulez un assouplissement des mesures pour l'Afrique aussi? Non, écoutez, lorsqu'il y a la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout rejeter. Lorsqu'il y a la mauvaise gouvernance, la qualité de la dépense n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on emprunte pour investir dans des éléphants blancs, dans des secteurs qui ne sont pas rentables. C'est-à-dire pour le prestige des dirigeants, pour plaire à une catégorie d'électeurs. Et que si le projet financier, le programme financier n'a pas d'impact sur l'économie, c'est-à-dire qu'il ne génère pas à terme une croissance susceptible de permettre à l'économie d'avoir des ressources pour faire face à la dette, et bien entendu, on va critiquer de telles politiques pour dire qu'il faut changer, il faut réduire d'abord les dépenses, privatiser les entreprises qui absorbent des subventions, essayer d'accroître les recettes fiscales, essayer de réduire les mauvaises dépenses, les dépenses de prestige, les dépenses non productives. Bon, tout cela, ça fait partie quand même du paquet de bonne gestion qu'on souhaite imposer à nos États. Bon, maintenant, la responsabilité du choix des projets, c'est une responsabilité souvent partagée entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires. Parfois, ils acceptent de financer des projets pour faire plaisir à des chefs d'État, à des gouvernements, sachant bien que souvent ces projets ne sont pas rentables, qu'ils ne peuvent pas soutenir une croissance, contribuer à accroître la croissance et à améliorer réellement les conditions de vie des citoyens. Et ça, il faut renoncer, il faut éviter ça, il faut être très rigoureux dans le choix des projets qu'on finance, surtout si on emprunte l'argent des autres, pour que cet argent soit investi dans des secteurs rentables. Je voulais revenir un peu sur la politique. Il paraît que vous avez été aussi au Burkina. Est-ce que vous avez rencontré le capitaine Dadis? Oui, le capitaine Dadis m'a fait l'honneur de me rendre visite à mon hôtel. Et voilà, il m'a rendu visite, on s'est entretenu un moment, oui. C'est bien que vous nous disiez un petit mot sur l'affaire de M. Salou Bella. Il paraît que vous vous êtes rencontré à la baie, que ça ne s'est pas bien passé, qu'il a démissionné. Non, à ma connaissance, Dr Salou Bella n'a pas démissionné. Je pensais qu'un accord avait été trouvé. Enfin, il avait promis, une fois rentré à Conakry, de venir pour qu'on règle le problème au niveau du parti. Parce que ce n'est pas un problème entre les deux hommes, entre lui et moi. C'est entre lui et le parti qu'il y a un problème. Et il fallait qu'il règle ça avec la direction nationale du parti. On avait trouvé une formule appropriée, à notre avis, qui permettrait de résoudre le problème. Mais je crois, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu, on attendait à la direction du parti, mais on ne l'a pas encore vu, je ne sais pas, mais il n'a pas en tout cas déposé une lettre de démission. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos militants et pour les Guinéens aussi? Non, mes militants, je leur demande de rester mobilisés pour qu'on continue de mener le combat, pour obtenir une élection législative libre, transparente et démocratique, ce qui ne semble pas être la volonté de M. Alpha Condé et de son gouvernement. Et on ne pourrait l'obtenir que si on se bat, si on essaie de contraindre le gouvernement à respecter le code électoral et à créer les conditions d'un scrutin équitable. Ça demande malheureusement avec le gouvernement d'Alpha Condé un combat. Sinon, c'était une question simple. Hein? Si c'était vraiment quelqu'un qui était soucieux de consolider les acquis démocratiques, de respecter le code électoral et les règles et les procédures qui habituellement président à l'organisation des élections législatives, on n'aurait pas eu de problème. Mais M. Alpha Condé est sans doute convaincu qu'il ne peut pas gagner les élections législatives si elles sont transparentes, pour s'octroyer la légitimité qui lui manque en tant que président et pour prendre effectivement le contrôle de l'Assemblée nationale. Merci. Merci.